Une révision du code électoral serait tardive et ne ferait qu'intoxiquer le processus électoral, selon la CENI. Les recommandations émises en vue d'améliorer le processus électoral ne sont pas des ordres à exécuter. Telle a été la déclaration du vice-président de la CENI ce jour, suite aux nombreuses réclamations émises par les parties prenantes des élections. Une réunion entre le président de la République, le ministre du Commerce et de la Consommation et les acteurs de la filière vanille s'est tenue cet après-midi. Une démarche qui fait suite à la descente à Saint-Bave effectuée par les dirigeants le 14 avril dernier. L'État a procédé à une réunion à huis clos interdite aux journalistes. À la une de l'actualité internationale au Kenya, de nouvelles exhumations hier portent à plus de 50 le nombre de dépouilles découvertes dans la forêt de Shakahola, située dans l'est du Kenya depuis une semaine. Les défunts sont des fidèles de l'Église internationale de Bonne Nouvelle, une secte dont le chef aurait dit de jeûner pour rencontrer Jésus. Une révision du code électoral serait tardive et ne ferait qu'intoxiquer le processus électoral et le pays, selon la CENI. Les recommandations émises en vue d'améliorer le processus électoral ne sont pas des ordres à exécuter obligatoirement. Telle a été la déclaration du vice-président de la CENI ce jour, suite aux nombreuses réclamations émises par les parties prenantes des élections, notamment les politiciens et la société civile qui n'ont cessé d'émettre des doutes concernant le processus électoral à Madagascar cette année 2023. La CENI a néanmoins retenu de nombreuses suggestions, explique-t-il. Les recommandations Il est important de noter que les recommandations ne sont pas des ordres que la CENI doit exécuter. Nous les notons par respect pour les citoyens qui souhaitent apporter des améliorations au processus électoral pour le bien de la nation. Les recommandations peuvent être divisées en deux catégories bien distinctes, dont la première a été émise suite aux élections de 2018. La seconde catégorie de recommandations émane des réunions et des échanges avec les parties prenantes des élections qui ont été organisées par la CENI. Nous avons d'ailleurs organisé de nombreuses rencontres avec les parties prenantes des élections ces derniers temps. Mais qu'il s'agisse de recommandations relatives aux élections de 2018 ou de recommandations qui ont émergé de nos dernières rencontres, la CENI réalise déjà toutes les recommandations faisables et réalisables. Nous réalisons déjà tout ce qui est à notre portée, et cela sans la moindre discrimination. Si les parties prenantes des élections réclament une révision du code électoral avant la tenue des élections, la CENI estime qu'une telle demande aurait dû être émise plus tôt, soit tout de suite après les élections de 2018, d'après le vice-président de cette commission en charge de la mise en œuvre des élections dans la Grande Île. L'élaboration d'un vrai code électoral serait l'idéal. Nous aurions dû codifier les textes électoraux, mais ce n'est pas encore le cas à Madagascar. Pour le moment, nous n'avons à notre disposition que des lois qui régissent les élections. Pour la CENI, le problème ne réside pas dans l'amélioration ou la codification des lois électorales. Ce procédé nous aurait convenu, mais il fallait le faire tout de suite après les élections de 2018. Nous sommes actuellement dans la phase électorale. Dès l'enrôlement, c'est-à-dire l'élaboration de la liste électorale, nous étions déjà en phase électorale. Certaines bougent et ne se hâtent dans les recommandations qu'à la dernière minute. Cela n'empêche en rien la refonte, les révisions et les améliorations diverses nécessaires au processus électoral de cette année selon ce responsable au niveau de la CENI. Ils continueront à recevoir les réclamations des parties prenantes des élections, a-t-il annoncé ce jour. La Commission électorale nationale indépendante lance une fois de plus un appel aux politiciens et à la société civile pour un audit de la liste et du processus électoral.
Une réunion entre le président de la République, le ministre du Commerce et de la Consommation et les acteurs de la filière vanille s'est tenue cet après-midi. Une démarche qui fait suite à la descente à Saint-Bave effectuée par les dirigeants le 14 avril dernier afin de résoudre les problèmes de cette filière. Une négociation au cours duquel le président de la République avait annoncé une libéralisation. Le chef de l'État était enfin revenu sur la libéralisation de la filière vanille, réclamée à maintes reprises par les acteurs de cette filière et qui a été à l'origine de nombreuses plaintes et manifestations des planteurs, des collecteurs et des opérateurs. La suite de cette affaire et les résultats de cette réunion sont attendus. L'État a procédé ce jour à une réunion à huis clos, interdite aux journalistes. Plus de 230 000 travailleurs du secteur informel par an meurent en service suite à des accidents de travail à Madagascar. Le taux de mortalité suite à un accident de travail est très élevé dans la Grande Île, dénonce le directeur du bureau de l'OIT, l'Organisation internationale du travail à Madagascar. D'après les chiffres disponibles, 2 900 000 travailleurs par an partout dans le monde perdent la vie suite à des accidents de travail, soit 6 travailleurs par seconde, à l'échelle mondiale, a-t-il expliqué ce jour. Entre 2200 et 2300 accidents de travail sont enregistrés par an. Mais rappelez-vous, la CNAPS couvre seulement le secteur formel. Donc si on parle de secteur formel, ça veut dire que c'est 5% seulement des travailleurs. Et le secteur informel est 95%. Donc si on allait estimer, si on allait faire des enquêtes ou encore collecter de l'information auprès de tous les travailleurs, y compris le secteur informel, vous imaginez que les données seront beaucoup plus alarmantes que ce que nous avons dans le profil. C'est d'ailleurs pourquoi nous, à l'OIT, nous recommandons à ce qu'il y ait une collecte systématique de données sur les accidents de travail, les maladies du travail et aussi les causes de ces accidents. Le taux de mortalité des travailleurs à Madagascar ne semble pas encore figurer parmi les priorités des dirigeants malgaches. La preuve, aucune statistique claire y afférent n'est encore disponible dans la Grande Île. En général, toutes les grandes sociétés ont déjà une structure de protection des employés. Ce sont les petites entreprises et le secteur informel qui comptent souvent des accidents de travail et des maladies professionnelles, ce que nous avons le plus constaté et qui fait actuellement l'objet d'un effort particulier, mais aussi d'un accord de collaboration en particulier, c'est le secteur du BTP, le secteur du bâtiment et des travaux publics. Nous pensons que c'est dans ce secteur que l'on compte le plus d'accidents de travail. Comme nous le savons, ce métier présente le plus de risques, vu que les travailleurs usent de matériaux lourds et importants. Nous ne détenons aucune statistique fiable, vu que nous n'avons pas encore de structure claire qui collabore avec nous dans ce domaine. Tous les acteurs de l'Organisation internationale du travail lancent actuellement un appel aux dirigeants malgaches pour la priorisation de la protection des travailleurs en exercice de leurs fonctions. La drogue connaît actuellement une recrudescence importante dans la commune de Tanzbat, notamment à Tongariro. Un réseau s'est installé dans cette ville où se mélangent désormais les dealers et les consommateurs de drogues diverses qui ne se cachent plus pour prendre, pour vendre ou pour acheter de la drogue. Ils sont couverts par des personnes influentes, rendant ce phénomène difficile à maîtriser selon les explications. Les campagnes de sensibilisation sont en ce sens renforcées, d'où la collaboration de la commune avec la Croix-Bleue et diverses entités indépendantes. Une action en faveur des élèves du lycée Tongariro Tanzbat qui se plaignent de la prise de drogue qui se fait souvent derrière ce bâtiment scolaire s'est tenue ce jour. Nous souffrons particulièrement de la situation qui prévaut vu que dans ce lycée, nous entendons souvent une forte odeur de cannabis derrière toutes les salles.
Il est facile d'inciter les jeunes à s'adonner à des pratiques malsaines, d'autant plus que de nombreux jeunes de notre lycée ont déjà chacun des problèmes sociaux. À leur cas s'ajoute encore la présence de ces jeunes drogués. Une forte sensibilisation est donc nécessaire. Hormis les jeunes au chômage, les élèves du lycée sont actuellement exposés aux dangers de la drogue, raison pour laquelle les campagnes de sensibilisation seront renforcées. La drogue est un fléau qui ne cesse de s'étendre partout à Madagascar. Le problème, c'est qu'il touche particulièrement les jeunes, or cela détruit la vie des jeunes. Le maire de la ville de Tanzbat lance également un appel aux autorités compétentes pour le renforcement des opérations contre la prolifération des stupéfiants, la prise et le trafic de drogue qui constituent actuellement un réseau important à démanteler. Un bandit avait projeté d'attaquer un cache-point à 67 hectares près de l'école primaire publique ce midi et a été tué par balle suite à une intervention de la police nationale. Un des bandits a cependant pris la fuite et l'attaque projetée n'a pas pu avoir lieu. Ce dernier n'a pas pu être appréhendé en dépit des poursuites. Les attaques de cache-point connaissent de nouveau une forte recrudescence partout à Madagascar. Hormis les rouves, les palais historiques de la ville d'Antananarivo et de ses alentours, de nombreux patrimoines doivent encore être préservés face à la recrudescence de nombreuses constructions diverses dues à l'accroissement de la population selon le président de l'université d'Antananarivo. Une collaboration avec l'École nationale des chartes PLS se fera donc en ce sens. Une descente sur le terrain et des visites seront effectuées par les étudiants en histoire de l'université d'Ankatsu. Cela leur permettra d'apprendre à répertorier et à conserver à l'écrit l'histoire de tous les patrimoines culturels de la capitale. L'histoire des sites historiques d'Antananarivo et de ses alentours sera ainsi écrite et conservée dans un livre entièrement rédigé et élaboré par ces étudiants en histoire. La ville d'Antananarivo se présente sous deux aspects, dont la première est composée du Rouvet des 12 collines, dont Ambuimang. La seconde image de la capitale est constituée de la plaine de Betsumtatat, qui comprend des rizières qui ne sont pas que de simples rizières, elles ont aussi leur histoire. Une histoire qui relate le mode de culture de l'époque, une technique agricole que nous avons héritée de l'Asie. Ainsi, cela comporte aussi une partie de l'histoire de Madagascar et sera transcrit dans le livre que produiront les étudiants et les chercheurs. Ils referont le tour des villes d'Antananarivo, dont les Fukuntan qui ont chacun leur histoire et leur mode de subsistance propre à Antananarivo. Une conférence sur le thème « Paysage et architecture de la ville d'Antananarivo, de la connaissance et la sauvegarde » s'est déroulée ce jour, organisée par les étudiants en histoire et les enseignants de la section de recherche et d'histoire de l'université. La signature de la collaboration entre l'université d'Antananarivo et l'École nationale des chartes PLS, spécialisée dans la conservation du patrimoine, des bibliothèques et des recherches historiques, s'est aussi tenue aujourd'hui.